Bonjour ou bonsoir à ceux qui regardent cet entretien avec un artiste, un écrivain, Kani Allen. Bonjour Kani. Bonjour Thierry. Donc moi c'est Thierry Boudjeke de l'université de Bayreuth et je mène cet entretien avec le docteur Lode Ngadi. Bonjour Merci de Lode. m'avoir assisté à Bonjour docteur. C'est un Merci à plaisir. Camille d'être là. Oui. Merci à vous. C'est un plaisir de faire cet entretien parce que dans le cadre d'un autre workshop qu'on avait mené à Bayreuth en 2022, Kani était déjà venu une fois et il est revenu pour la deuxième fois pour clôturer le projet d'Atlantique Noir revisité. Donc c'était un plaisir encore de t'avoir et pour, comme je l'ai dit, Claude et moi, on voulait encore échanger après le premier entretien qu'on avait ensemble sur d'autres questions tout aussi intéressantes. Donc je passe la parole à l'autre. Merci Thierry. Comme tu disais, merci encore à Camille d'être passé par ici. Ma première question, c'est une question de curiosité. C'est une question de curiosité. Lorsqu'on regarde l'édition des tes ouvrages, il y a en général une édition française, par exemple Esclave est d'abord publié à la thèse, puis publié à Lomé, au Graines de pensée, puis une autre œuvre, notamment Les enfants du Brésil, est publiée en coédition à Lomé et à Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Voilà. Pourquoi ce choix d'être dans une double géographie? En fait, je dois dire merci à mon agent. J'ai un agent à Paris, l'agence Pierre Astier et Laure Péché, qui ont toujours attiré mon attention sur le fait que la configuration actuelle de la production littéraire dans le monde fait qu'il faut compartimenter les zones. De moins en moins, on laisse la possibilité à un seul éditeur de tout couvrir. Tu ne peux pas éditer des livres pour l'Europe et les vendre en Afrique parce que ça va coûter tellement cher qu'au bout d'un moment, tu vas perdre plus d'argent. Esclave, publié chez Lattès, coûte quoi je sais pas moi, 27 euros. Mais 27 euros avec les taxes quand le bouquin arrive au Togo, personne n'a envie de l'acheter. Tu vois, les prix deviennent exponentiels. À ce moment-là, il est conseillé de signer des contrats où l'on réserve les droits pour l'Europe à l'éditeur européen, qui cède en partie les droits Afrique pour l'éditeur africain qui serait intéressé. Donc, dans mes contrats, il est toujours précisé que les textes, les éditions sont réservées pour l'Afrique de l'Ouest et pour l'Afrique centrale. Donc, je peux faire reprendre le bouquin en Afrique centrale, à Kinshasa si je veux, ou je peux le faire reprendre à Lomé. Mais la convention, c'est que chaque éditeur doit respecter son territoire de vente. Voilà. Et est-ce que économiquement ça marche comparé par exemple aux ouvrages que vous avez publiés? Oui, économiquement ça marche parce que pourquoi mon agent finalement a accepté de faire rééditer le livre à Lomé? Le livre a été mis au programme de l'enseignement secondaire. Mais excusez-moi, aucun élève du secondaire à Lomé ne peut pas sortir 30 000 francs pour aller acheter un roman. 30 000 francs CFA, mon Dieu, c'est trop. C'est vraiment trop. Et donc, en rééditant à Lomé, le livre est vendu à 7 000 francs CFA. Donc, oui, ça marche. Et donc, ceux qui veulent étudier le bouquin mettent à la disposition de leurs élèves un livre qui n'est pas trop cher. Une autre question en parallèle, c'est celle qui concerne la traduction de vos ouvrages. Le Bénin est quand même réputé pour produire la littérature en langue nationale, mais aussi les écrivains béninois sont quand même énormément traduits. Je constate que chez vous, seul Esclave est traduit en portugais au Brésil et Kola Kola Jazz traduit en allemand. Première question, au premier volet de la question, comment s'est effectué le contact avec les éditeurs, les traducteurs, mais aussi pourquoi seulement ces deux zones-là, l'Allemagne et autres, quels échos vous en avez aujourd'hui? C'est toujours le marché de la traduction qui est géré par les agences. La traduction d'Esclaves s'est faite avec une maison d'édition portugaise parce que l'agent connaissait la maison d'édition et moi je connaissais
un homme qui était intéressé par la traduction de ce roman. Donc, ils ont négocié et puis ils ont trouvé leur compromis. Mais c'est l'agent qui cherche le traducteur. Il y a eu plusieurs tentatives de faire traduire esclaves dans d'autres langues que le portugais. On a essayé l'allemand, on a essayé l'anglais. Mais bon, ce sont des histoires qui n'ont jamais abouti réellement. À tel point que récemment, en discutant avec mon agent, je lui ai suggéré clairement d'envisager de chercher du côté du Nigeria, qui a actuellement une très grosse production littéraire en anglais, pour voir si on ne peut pas trouver la possibilité de faire traduire le bouquin et le mettre sur le marché ouest africain depuis le Nigeria. Bon, c'est son job. Moi, je suis payé pour écrire, payé en guillemets. Et lui, il est payé au pourcentage pour trouver des traducteurs. Et quand on parle peut-être des droits, pour revenir un peu sur la question des droits à l'édition, est-ce que l'Afrique de l'Ouest étant départagée entre plusieurs espaces linguistiques, est-ce que ça compte aussi le fait que si on donne les droits à cet espace au Bénin ou au Togo, est-ce que c'est les mêmes droits de l'éditeur béninois qu'il aura aussi au Nigeria, par exemple? Parce que si je parle de la question de langue, Sur la traduction. oui, c'est ça aussi. C'est-à-dire que est-ce qu'il a dans les droits pour la version française, pour éditer et publier au Bénin, au Togo, ou alors il a à la fois les droits pour tout l'espace CEDEAO, pour ce qui reste de la CEDEAO? Oui, l'espace CEDEAO forme une unité. L'espace CEMAC forme une autre unité. Oui, okay. L'éditeur togolais ou béninois qui reprend un de mes romans doit rester confiné dans l'espace CEDEAO. Il ne peut pas sortir de l'espace. Pour sortir de l'espace, il est obligé de faire une coédition avec un autre. Et alors, c'est ce qui s'est passé avec Les Enfants du Brésil, coédité par une maison d'édition ivoirienne et une maison d'édition togolaise. Il se trouve que les deux voulaient publier le roman, mais chacun ne peut pas éditer séparément ce roman. Donc du coup, ils ont été obligés de faire une coédition où ils se partagent le stock en réalité. Il y a un stock pour Abidjan qui le vend sur son marché et il y a un stock pour les éditions Graines de Pensée à Lomé. Mais la coédition, c'est aussi une manière de rentabiliser un peu les coûts de la production. C'est très intéressant. Peut-être une autre question qui est toujours sur la question de l'édition dans différents espaces. C'est peut-être une longue question, je ne sais pas, mais après je te repasse la parole. C'est la question de... je me suis posé, quand tu parlais de la question purement économique de cet aspect-là, de cette stratégie, si je peux appeler ça comme ça, moi je pensais plutôt à une sorte d'engagement aussi, dans le sens où traduire à Paris, ou alors en Europe, pour la plupart des classiques du roman africain, des classiques de la littérature africaine qui ont effectivement publié à Paris. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte de, je ne vais pas dire de ras-le-bol avec toutes les frictions souvent qu'on a avec les éditeurs français? Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce besoin de se délocaliser ou de se relocaliser en Afrique? Non. La traduction est un champ complètement technique. J'ai eu par exemple beaucoup de mes nouvelles traduites en anglais. J'ai beaucoup de nouvelles traduites en anglais dans des revues américaines, irlandaises. Et souvent, je ne vais pas chercher les traducteurs. Hein. C'est qu'ils sont intéressés par les textes. Ils m'écrivent en disant « j'ai lu tel texte, j'aimerais traduire pour une revue ». Et moi, je dis « contactez mon agent ». En fait, le traducteur a besoin de se faire une réputation aussi. Donc, il choisit les textes qui le défient et les textes qui lui permettent de montrer toutes ses capacités. Et sur le marché, en faisant ainsi, il devient une référence incontournable. Donc, lui, il ne se pose pas la question de savoir s'il y a des conflits entre
entre les éditeurs européens et les éditeurs africains. Non, lui, il veut traduire pour se faire un nom comme celui qui a réussi à traduire Kourouma en anglais, celui qui a réussi à traduire Kanyalem en anglais, et ça lui suffit largement. Et c'est pour ça que souvent, lorsqu'on tombe sur de mauvais traducteurs, les livres ne marchent pas. Il faut faire très attention à la qualité de celui qui découvre votre texte et qui a envie de se frotter à votre imaginaire. Peut-être on peut avancer et passer aux œuvres. J'étais frappé, ou bien je suis frappé par, je pourrais dire, l'omniprésence de sujets historiques, identitaires et politiques dans votre production. Mais c'est particulièrement, vous glissez particulièrement vers la fiction et pas l'essai. Là où certains sujets appellent l'essai, vous choisissez la fiction. Pourquoi ce choix particulier? C'est vrai que j'avais essayé sur certains sujets quelques textes d'ordre académique, mais je n'étais pas satisfait parce qu'on n'a pas la même liberté avec l'approche essai qu'avec l'approche fiction. Je me souviens par exemple d'un texte que j'avais initié sur les vestiges de la colonisation allemande au Togo. J'avais traversé tout le Togo en voiture avec un ami anthropologue allemand. J'avais pris des notes. Et quand j'étais revenu à Lomé, j'ai publié un texte que j'ai présenté en conférence au Goethe Institut de Lomé. Et à la fin de la conférence, un collègue m'a dit, mais Kani, là, tu étais tellement sérieux qu'on a eu l'impression d'avoir affaire à un historien. Où est passée la liberté de l'écrivain à ce moment-là? Parce qu'il y a des questions d'ordre fantasmatique que l'essai historique, anthropologique, ne peut pas aborder avec la liberté que l'écrivain prendrait, tu vois. Et donc, du coup, j'étais sorti de là. Et j'ai ce même problème depuis que j'ai décidé que mon écriture, mes sujets vont être d'ordre historique. C'est un choix. Hein. Cette obsession-là, c'est parce que j'ai choisi d'aborder la plupart du temps dans mes textes des questions liées à l'histoire de ce petit golfe du Bénin, mais qui est riche sur le plan de l'imaginaire et de la culture. Depuis que j'ai fait ce choix, systématiquement, je documente d'abord le travail et puis à un moment donné, je suis obligé de transgresser. Je l'ai fait avec Esclave, ça a posé ça crée un peu de polémique. Je défends la liberté de l'écrivain à ne pas respecter par exemple les dates de l'historien, parce que les dates empêchent la continuité de la fiction. Donc, on peut transformer de vraies dates imaginaires en prenant soin de préciser au lecteur qu'il y a eu un travail littéraire sur l'historiographie. Et donc, plus tu prends la liberté, plus tu rejoins un peu, au fond, ce qui se raconte dans nos pays sur les histoires qu'on ne maîtrise pas bien, les histoires sur lesquelles on n'a pas suffisamment travaillé, les histoires insuffisamment documentées. Tu rejoins, on va dire, le radio-trottoir. Tu rejoins radio-trottoir qui pense que ça s'est passé de cette manière, alors que ça ne s'est jamais passé de cette manière-là. Mais ça apporte une problématique intéressante à un fait historique. Et on pourra toujours comparer avec de vrais travaux d'historiens sur le sujet et rétablir très vite. Mais j'insiste. J'avais même produit une conférence inaugurale un jour à l'université de la Boumé-Calavi au Bénin pour réclamer presque un décret d'accorder la liberté à l'écrivain de ne pas faire le même travail que l'historien. C'est très important qu'on reconnaisse
la séparation qu'il y a entre les deux. Ce ne sont pas les mêmes instances de production de sens. On travaille sur la même réalité, mais nous avons encore la liberté de revenir quand nous le voulons à la fiction, comme on dit, c'est-à-dire ce qui relève de l'impensé et de l'imaginaire. C'est une excellente question qui nous a mené à te poser la question vraiment sur la question de l'histoire et de la fiction et de la littérature en tant que telle. Tu as commencé déjà à ébaucher un peu une réponse, mais peut-être il faut bien planter le décor et bien expliquer c'est quoi la littérature. Lorsqu'on écrit un texte comme Esclave sur un sujet de haute sensibilité qu'est la mémoire de l'esclavage, qu'est-ce que fait la littérature que l'histoire, par exemple, ne fait pas? Qu'est-ce qui fait la particularité de la littérature? Effectivement, surtout qu'actuellement, il y a par exemple un débat qui revient. Chamaza a publié récemment que peut la littérature. Il y a cette question du pouvoir de la littérature qui revient, mais aussi du savoir que transmet la littérature. Donc, ce serait bien que tu nous donnes ton point de vue. Aussi pour quelqu'un qui travaille les objets historiques. Avec tous les débats que nous avons en Afrique autour du panafricanisme, du colonialisme, la réparation. Oui, alors, merci à Chamoiseau de poser la question une 10 millième fois du pouvoir de la littérature dans nos contextes. Chamoiseau aurait dit dans nos contextes dominés. Mais moi, je dirais dans nos contextes en transition. La littérature, qui est souvent considérée simplement comme un art du récit, ça c'est lorsqu'on lui accorde une très grande considération, se retrouve la plupart du temps confiné entre plusieurs disciplines. Si vous observez bien le background de la plupart des grands auteurs qui ont forgé la littérature africaine, ils viennent de plusieurs disciplines. Mais ce qui est intéressant, c'est que s'il est scientifique, par exemple, il va adopter une méthodologie de rigueur dans la documentation. Mais il prendra toujours la liberté. À un moment donné, moi j'ai vu ça avec Emmanuel Donkala, chimiste de formation, scientifique rigoureux, qui, lorsqu'il aborde dans la sonate de Bridgewater la question de la négritude d'un compositeur qu'on aurait blackboulé en quelque sorte pour mettre Mozart en avant, retravaille en réalité tout le ressenti d'une histoire qui a toujours mis le noir de côté. Et ça, si un historien le fait, on dirait qu'il fait de l'idéologie. Mais l'écrivain peut se le permettre parce que, justement, lui qui aime l'art du récit, qu'est-ce qu'on attend de lui? On attend qu'il amplifie le récit, on attend qu'il amène le récit dans des recoins où l'épistémologie devient de la sensibilité. Voilà, je crois que c'est ça que moi j'ai toujours défendu dans mon approche du récit historique, de la fiction historique. Et à ce jeu-là, je crois que l'écrivain apporte simplement une sorte de méthode de vulgarisation, mais aussi une sorte de simplification du débat. Il simplifie vraiment le débat. La plupart du temps, quand tu fais de la documentation pour écrire un roman, tu tombes seulement sur des textes tellement ardus que tu te dis, un lecteur lambda ne consacrera même pas 5 minutes à le faire. Mais lorsque j'ai fini de documenter le roi Adam d'Ozan et qu'il a fallu le transformer en personnage de fiction dans Esclave, beaucoup de mes premiers amis à qui j'ai fait lire le bouquin m'ont dit, mais on ne le connaissait que de nom, mais là tu le fais revivre jusque dans sa chambre à coucher.
J'ai dit oui, parce que je n'ai pas trouvé de mention sur la chambre à coucher du roi dans les travaux de mes amis historiens béninois et togolais. Donc moi, je ne comprends pas. Soit il est un roi, ou il n'est pas un roi. Un roi a des privilèges, et les privilèges de la chambre, aussi dans l'intimité, que ça apparaît. Mais l'historien va te dire, ouais, mais moi, je peux pas faire ça. Oui, mais moi, je suis un homme du récit. La narration, c'est mon truc, c'est mon job. Et là où l'historien va s'arrêter devant la porte, eh bien, moi, je vais seulement entrer dans la chambre et me mettre sous le lit du roi. L'imagination revient. Et c'est ça, en réalité, que nous faisons tous. De toutes les histoires que nous avons accumulées, que ce soit à l'école, à travers les traditions orales, nous remodelons. J'ai parlé tout à l'heure de transition. Lorsque on a fini la question de la tradition, ce qui fait que la tradition perdure, c'est qu'on transite toujours les récits de la tradition vers des interprétations contextuelles, et c'est ça qui est en fait aussi la particularité de l'écrivain. Alors que la littérature, elle peut encore permettre d'amplifier les récits que nous avons hérités de l'histoire et des traditions. Et en parlant d'amplification, j'ai ouvert le livre Esclave à la page sur le chapitre Les sandales de Wekbadia. Et la destitution du roi. Exactement. Et ça me fait peut-être te permettre d'ajouter un autre aspect à cette question d'amplification pour dire que le travail du littéraire, en fonction de ce que j'ai déjà lu de toi, n'est pas... Enfin, on a parlé aussi de la question de la liberté. C'est vrai qu'il se donne certaines libertés. Tu as parlé des dates, comment il crée un certain anachronisme sur un certain nombre de choses. Mais il me semble que le travail de l'écrivain qui traite une question comme la mémoire de l'esclavage est aussi un travail de scientifique, parce que la recherche documentaire qu'il y a dans ce texte est extraordinaire. Et j'ai comme l'impression que tu traduis ici des documents, en fait. Oui, la destitution du roi dans 12 ans a servi à un juriste béninois qui s'appelle Maurice Glélé. Lui a servi de matériau pour réfléchir sur la première constitution de la République du Dahomey. Alors, la question à laquelle Glélé voulait répondre, c'est à partir du moment où nous avons un exemple de destitution selon des codes traditionnels dahoméens, est-ce que nous ne pourrions pas remettre les mêmes méthodes dans nos constitutions modernes? Bon, sauf que tu devrais faire du Dahomey une monarchie pour pouvoir reproduire la même forme de destitution. Mais la Constitution lui a prévu aussi prévoir la destitution du monarque ou du chef de l'État. Et donc, en faisant cet exercice, il est retourné enquêter, un bon juriste anthropologue, auprès des sources de la tradition d'Abomey. Et on lui a raconté, il a croisé les récits, et il a choisi à un moment donné de raconter un récit synthétique. Et c'est ça qui est intéressant dans son matériau. Et quand moi je l'ai lu, j'ai été heureux qu'il ait précisé que ce qu'il va raconter est issu de la synthèse de plusieurs récits. Donc même le juriste est confronté à la multiplicité des récits. Mais il doit faire œuvre de droit. Donc il doit choisir la version la plus formelle et la plus cadrée possible pour pouvoir lui permettre de faire des propositions pour ses contemporains. Arrivé là, j'ai dit oui, je vais partir de sa synthèse, mais il y avait des éléments d'à côté qui me paraissaient plus intéressants pour le roman, tu vois. Donc j'ai rajouté des choses
que j'ai entendu, moi aussi, parce que moi aussi je suis retourné sur le terrain à Bomé pour écouter les traditionnistes me raconter leur destitution du roi dans 2 ans. Au final, ce qui est intéressant dans cette destitution, c'est l'élément symbolique des sandales, les fameuses sandales du roi dans 2 ans, qui restent encore dans la tradition d'Abomey aujourd'hui. Même le roi d'Abomey actuel aurait hérité aussi de ces sandales-là, de la même manière qu'on hériterait, je ne sais pas, des armoiries de la République ou de l'armée. Tu hérites des sandales. Mais j'ai pris des libertés, par exemple, moi, dans la description de la sandale. Parce que le juriste n'a pas besoin de décrire la sandale. La sandale que je décris, en réalité, ressemble un peu aux sandales qu'on trouve dans les traditions monarchiques chez les Ashanti, du côté du Ghana. Ouais, parce que c'est chic aussi, c'est beau. En quelque sorte. Voilà. Tout à l'heure, tu parlais de rencontres, que dans Terre et ses rencontres, justement, la rumeur, il y a aussi cet aspect documentaire et autres. Moi, je suis frappé, mais documentaire et historique. Je suis frappé. Il y a un personnage qui revient quand même chez toi, c'est Olympio, le président Olympio. Il est déjà dans l'Excipit, donc la fin du roman L'Esclave. Il revient dans la fin de la trilogie, donc Olympio, le titre même éponyme. Mais quand on lit ton œuvre, on rencontre déjà ce personnage dans les nouvelles, notamment Le silence du commandant Métrier. Pourquoi mettre en avant ce personnage? Parce qu'il ressort quand même qu'il y a une forme de mythification et de réification, justement, dont tu parles. Pourquoi cette focalisation sur... C'est une obsession personnelle. Olympio, le personnage réel, m'obsède, franchement, depuis plus de 30 ans. Je crois que j'ai toujours voulu écrire un roman sur Olympio. Et je raconte souvent que c'est en voulant écrire un roman sur Olympio que j'ai écrit Esclave. Voilà. Comment on passe d'Olympio à Esclave? Voyez le truc. Après, Les enfants du Brésil, c'est encore une autre tentative de toujours parler de lui. Et puis finalement, il m'a fallu ces 7 dernières années pour finalement trouver la voie pour raconter ce personnage qui m'a toujours obsédé. C'est un personnage très difficile, parce que c'est un personnage un peu effacé aujourd'hui de l'histoire du Golfe du Bénin, de l'histoire politique du Togo en particulier. Mais c'est un personnage qui oblige tout le monde à prendre position. Donc, c'est pas lui qui est clivant, mais c'est la gestion de sa figure qui crée des clivages entre les politiciens du Togo. Donc, du coup, quand tu l'abordes, tu dois savoir où tu te situes réellement. Tu dois amener ton récit dans une dimension tellement symbolique que même ceux qui voudraient faire de la polémique finissent par en avoir marre en se disant « Ouais, mais son truc, c'est de la littérature. C'est pas exactement ça qui s'est passé. » C'est la seule méthode pour pouvoir sortir indemne de la polémique. Mais la polémique, elle existera parce que le personnage est trop fort. Il est à l'image d'un Lumumba qui aurait été assassiné trop tôt. Il est à l'image d'un Sankara. Et donc, ce type de figure récupérée par le discours panafricaniste, il faut savoir les manipuler. J'ai eu une difficulté majeure en écrivant Olympio. J'avais parlé dans un de mes textes, les silences du commandant Métrier, d'Olympio. Mais j'avais raconté sa mort. Je veux dire, c'est comme si tu es sur le trottoir et un mec te raconte un assassinat auquel il n'a pas assisté. Mais il te donne des détails sur l'assassinat.
Au bout d'un moment, tu finis par lui demander, mais tu y étais là? Il dit, mais non, c'est pas que je n'y étais pas, mais je connais tel, qui connaît tel, qui passait par là ce jour-là. Et donc, c'est vrai, puisque ce sont des gens proches de la famille du président. Je dis, oui, mais d'accord, mais toi, tu n'y étais pas. Oui, mais tu comprends pas ce que je te dis. Ils sont proches de la famille, donc ils peuvent pas mentir. Et c'est là où commence la chose. Donc, j'ai repris les silences du commandant Métrier dans Olympio. Mais j'ai dû sortir le texte du roman final, pour une raison très simple. Quand tu racontes l'histoire du point de vue de la rumeur, tu amplifies beaucoup de choses qui sont fausses et ça ne correspond pas à la méthode historique. Donc, quand j'ai fait lire à 2 ou 3 amis, ils m'ont fait observer que sur ce plan, la littérature prend des libertés parfois trop complexes. Et le lecteur lambda, qui est déjà plongé dans un imaginaire positif, ne comprendrait pas que tu glisses des éléments négatifs dans ce que raconte le trottoir. Parce que le trottoir, lui, il est toujours positif. Donc, tu es en train de déconstruire un peu le personnage. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, oui, mais ça, ce chapitre-là, c'est un chapitre de polémique par définition. Et j'ai dû l'enlever. Mais je crois que on pourra étudier Olympio en le comparant à cette courte nouvelle de son assassinat raconté par la rumeur publique. Non, on ne peut pas non plus, dans les contextes qui sont les nôtres, travailler de façon trop légère sur des personnages aussi forts. Mais j'espère être parvenu à produire suffisamment un récit symbolique qui permette de continuer à utiliser le personnage pour espérer des améliorations politiques dans nos contextes. Beaucoup, Camille. Peut-être pour sortir de cet entretien très enrichissant, Laude l'a déjà annoncé, le livre Olympio, le 3e de la trilogie qui va sortir bientôt, dont on va se faire le plaisir d'analyser, de lire. Merci. Après avoir travaillé déjà depuis une 15aine d'années bien sûr sur le golfe du Bénin, mais sur la question des Afro-Brésiliens, sur la question de le rapport entre le Brésil et le golfe du Bénin. Après, de manière rétrospective, quel regard tu jettes dessus? Est-ce que tu en as fini avec? Est-ce qu'il y a encore des choses à dire? Et peut-être le mot de la fin pour toi sur tes prochains tes projets futurs, même si Olympio est là. Olympio est là. Olympio est là. Je peux aussi ajouter que Kadi est collectionneur. Moi, il y a une question, en tout cas, il ne faut pas de la savoir. Comment tu choisis justement tes objets de collection liés? Ah, ouais. Bon, souvent, les collectionneurs ont des idées fixes. Hein. On sait déjà ce qu'on veut collectionner quand on arrive chez l'artiste, le possesseur d'un objet. Donc, ça va très vite. Dans ma tête, je collectionne toujours des objets qui ont trait un peu à mes propres préoccupations. Par exemple, là, je suis en train d'acheter une vieille dague qui date de l'époque de la colonisation allemande au Togo, parce que la colonisation allemande m'a toujours obsédé, mais j'étais toujours incapable d'écrire un roman sur la colonisation allemande. Donc je me suis dit, je vais acheter la dague, et puis je vais peut-être la poser dans mon salon, et elle va finir par m'inspirer un matin. Voilà, donc ce sont des trucs personnels. On n'achète pas tout, on ne collectionne pas tout. On collectionne ce qui a du sens pour sa propre production intellectuelle. Voilà. Alors, pour revenir à la question, est-ce que j'ai fini avec le Brésil? Bon, à titre personnel, en bouclant Olympio, je t'ai dit que c'est bon. Je vais me retirer. Sauf que j'étais encore au Brésil en août 2024 et j'ai encore vécu des choses intéressantes qui m'ont poussé à me dire peut-être que tu devrais y retourner une dernière fois, faire un tour. Parce que ce que j'ai vu concerne
de choses qui nous préoccupent également. L'obsession des Afro-Brésiliens du Brésil à purifier les traditions religieuses du candomblé, à les purger un peu du catholicisme tel que ça s'est pratiqué depuis la fin du 19e siècle, où l'Église a toléré aux esclavisés une certaine pratique qui a fini par créer la fusion, où l'on peut assimiler le dieu Shango à Saint Jean l'apôtre. Bon, il y a une nouvelle génération qui n'accepte plus cela et qui pousse les prêtres du candomblé à retourner vers les anciennes traditions rituelles du vaudou africain pour essayer de renouveler le candomblé. Donc il y a des scissions dans le candomblé de Bahia actuellement. Tu trouveras des terreiros, des temples très traditionnalistes et des temples qui pratiquent encore la fusion entre les deux religions. J'ai trouvé ça intéressant parce que en tant que initié moi-même du vaudou traditionnel du golfe du Bénin, il m'arrive de me poser des questions sur des similitudes que l'on trouve parfois dans les rituels entre le vaudou et l'hindouisme. Parce que la présence des Indiens qui sont aussi animistes avec une multiplicité de divinités au Togo étant attestée, il y a même des temples dans lesquels tu trouves des statues de divinités indiennes. Et alors je me dis, ce serait intéressant de voir ce que la pensée brésilienne considère comme un rituel figé ne l'a jamais été. La transition a toujours transité vers quelque chose. Et dans le vaudou du golfe du Bénin, ouais, c'est évident, quoi. Mais bon, j'ai pas dit ça à mes amis brésiliens. Hein. Faut pas que je détruise le mythe de la pureté rituelle africaine. Ils ont le temps de découvrir ça eux-mêmes. Voilà, donc je me suis dit, ça peut encore intéresser. Mais pour conclure, pour dire la vérité, j'ai parlé du tag de la période de la colonisation allemande. Je crois que ce qui m'obsède actuellement, puisque ma thématique principale c'est l'histoire, c'est comment produire une réflexion romanesque sur cette présence d'à peine une trentaine d'années de l'Allemagne au Togo, qui reste encore dans la mémoire collective, qui imprègne parfois le discours politique. L'Allemagne qui rêvait d'un empire africain, qui rêvait de joindre le Togo et le Cameroun en utilisant le fleuve Niger. Aujourd'hui, tu te retrouves dans des ensembles comme l'AES qui essaie de créer des territoires plus grands et tu te dis, est-ce que tout ça, c'est pas encore, comme dirait Moudibé, l'Occident qui nous attend au coin de la rue et qui nous aurait laissé dans la tête une pensée d'un territoire qui nous appartiendrait en commun, mais qui ne nous appartiendrait pas tout seul. Je sais pas, j'ai toujours rêvé d'écrire un roman sur la colonisation allemande, mais elle a tellement été courte et que je ne sais pas. Voilà, si je devais faire des exercices pour les 5 prochaines années, je vais peut-être tenter enfin ce roman aussi qui m'a toujours intéressé. Mais je ne sais pas ce que ça vaudra. Mais le Brésil est là qui m'appelle encore. Voilà. Le Brésil, c'est une partie de nous-mêmes. Hein. Pour ceux qui ont été à Bahia, à Recife, c'est quand même un pays dans lequel on arrive. On est fier du regard que l'on porte sur l'Africain que nous sommes. Pour une fois qu'on est un modèle quelque part. Oui, il faut en profiter. Je crois qu'il faut continuer à creuser le filon brésilien. Ben voilà, c'est sur ces mots qu'on va clore notre entretien.
entretien. Merci à toi d'être venu encore à Bayreuth. Et d'ailleurs, je passe ici l'annonce directement de notre exposition qui est un peu une recollection des échanges qu'on a eus depuis le début du projet Atlantique Noir Revisité, qui aura lieu à cette période-ci même. On est en mai 2025 et vous pourrez aussi le voir en ligne parce qu'il sera toujours disponible en ligne pour tous ceux qui veulent le visiter de manière virtuelle. Voilà, merci encore. Merci beaucoup Thierry, merci à l'autre et pour cet entretien. À nos prochaines rencontres. Merci beaucoup.